Donc ce petit Méric, on évaluera après la question sur le rapport de la lutte des classes, était systématiquement envoyé en première ligne, alors qu'il faisait 60 kilos, qu'il avait les épaules de serpent, on dirait un animateur de Canal+, et on voyait qu'il pétait de trouille, puisqu'on voit les vidéos, il est à chaque fois en train de se cacher, etc., mais sans doute complexé par son physique et sa maladie. Il se sentait obligé de surcompenser, c'est l'âge de l'image de marque, à 20 ans, et je pense que vraiment les gens qui l'ont manipulé, je me demande même ils espéraient pas une bavure, vous voyez, ils l'ont pas envoyé carrément à la mort, parce que moi c'est un type que je leur ai interdit les opérations de rue, normalement, voilà. Enfin, finalement il est mort dans une bagarre grotesque qui est un fait divers parce qu'il a pris un coup de poing, qu'il est tombé, qu'il s'est tapé la tête, et c'est tragique. C'est tragique parce que c'est toujours tragique qu'un gamin de 18 ans qui meurt et qui sans doute s'il avait pu vivre 2 ans de plus aurait rejoint Égalité et Réconciliation, comme les 3/4 des antifas qui ont fait travailler leur cerveau et qui ont creusé un peu la culture de ce que c'est que l'antifascisme institutionnel depuis 1945, et notamment encore plus depuis après 1968. On en profita pour faire un peu de pédagogie. Donc on a ce jeune qui est mort, et ce qui est aussi tragique, c'est que ce pauvre soi-disant skinhead, alors moi je me sens obligé aujourd'hui de défendre la minorité opprimée des skinheads, sachant que là-dessus je suis droit dans mes bottes, je n'aime pas le football, mes goûts musicaux me portent plutôt vers Robert Wyatt et Miles Davis. J'ai jamais mis de Doc Martens, vous pouvez remarquer que c'est pas du tout ma clientèle, Donc si je les défends aujourd'hui, c'est parce que je défends une minorité opprimée et injustement blâmée pour des actes dont notamment ce petit Esteban n'est pas responsable. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons finalement, et tragique, c'est que nous avons finalement ce jeune Esteban qui se retrouve en prison. Oui, le juge l'a mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Alors concrètement, ça veut dire qu'il n'a pas suivi l'avis du parquet, puisqu'à l'origine, l'information judiciaire avait été ouverte pour homicide volontaire. Alors ce que ça veut dire, c'est que si Esteban, le jeune skinhead, est finalement reconnu coupable d'avoir tué Clément Méric, il encourt une peine de 15 ans de prison, alors que l'homicide volontaire est puni par 30 ans de réclusion criminelle. Pour raison politique, parce que ce fait divers, normalement il devrait être en liberté, pour ce qui est un accident, suite à une rixe qu'il n'a pas provoquée. Il n'a fait que se défendre. Voilà. Oui, la scène ne dure qu'une poignée de secondes, mais ces images inespérées sont cruciales pour les enquêteurs. On y voit d'abord une bagarre générale. Esteban, l'un des skinheads, se bat avec 2 amis de Clément Méric. On aperçoit alors le jeune militant d'extrême gauche se précipiter dans le dos d'Esteban pour visiblement lui asséner un coup à la tête. Le membre du groupuscule 3e Voie se retourne immédiatement et frappe alors Méric d'un coup de poing en plein visage. L'image est trop floue pour dire de façon formelle s'il y a un 2e coup, trop flou aussi pour dire si l'agresseur a un poing américain. Seule certitude, la victime s'écroule immédiatement au sol, inconsciente. Des images qui ne laissent aucun doute possible donc sur l'identité du tueur. Elles montrent bien aussi un Méric provocateur. Elles excluent également l'hypothèse d'un lynchage. Cette vidéo conforte enfin la piste retenue par le juge d'instruction. Que c'était une bagarre à main nue, il n'y avait pas de poing américain, il n'y a pas de géant qui fait 2 mètres avec des croix gammées, tatouées, etc. Il y a 2 gars qui se battent, un qui se bat pas et une jeune fille qui était aussi d'ailleurs traquée sur les réseaux sociaux. Tout ça, on a fait le boulot. C'est un quart d'heure de travail de journaliste pour démontrer tout ça, et qui se retrouve en prison pour raisons politiques aujourd'hui, ce qui fout sa vie en l'air d'une certaine manière. J'ai d'ailleurs fait un don pour le soutenir, et j'invite d'ailleurs les gens à l'aider, parce que si on réfléchit en termes de rapport de classe, pour tous ces petits antifas qui se croient en plus de gauche et du côté du social, je rappelle que le petit Méric, paix à son âme, était un fils de prof qui avait intégré Sciences Po, donc on est très très loin du prolétariat. Par contre, on est très près de la mélenchonite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand Mélenchon parle de classe ouvrière, il n'y a pas d'ouvriers chez Mélenchon. Il n'y a que des profs et des fils de profs, c'est-à-dire des dians, des dians. Et surtout, ce qui est triste, c'est de voir que ces profs et ces dians de gauche sont sans doute ceux qui ont la culture et la conscience politique la plus nulle de la nation française. C'est une catastrophe. Et il y a comme ça que Mélenchon peut surfer. Plus que jamais, ils sont prêts à faire la révolution. Les 150 militants du Front de gauche au départ de Marseille voient les choses en grand. Oui, aujourd'hui, l'objectif, c'est bien reprendre la Bastille. Marcher sur la Bastille, reprendre la Bastille, ça nous parle. C'est l'union de la gauche aux élections régionales. Quelle gauche? La gauche molle? La gauche caviar? Non, c'est la gauche qui veut en finir avec ce système capitaliste. Alors le 14 mars, ce ne sera pas l'occasion de changer le monde, mais seulement la vie au quotidien.
Alors je vote l'humain d'abord. La classe ouvrière, il y a longtemps qu'il est passé au Front National. C'est quand même une réalité. Et donc, on voit ce pauvre Esteban se retrouve aujourd'hui en prison traité par les médias et la classe politique d'assassin nazi, alors que c'est un fils et petit-fils d'immigrés espagnols, donc sans doute que ses grands-parents ont fui le Franco et le fascisme espagnol pour se réfugier en France. En général, quand on est espagnol en France, c'est souvent que vos ascendants ont fui le franquisme. Hein. Voilà. Il était militant de la cause animale, sans doute un peu skin au sens skin culturel. Hein. Les skins sont une petite poignée de jeunes, je vous dis, qui aiment un peu le football et la musique, mais j'ai jamais vu qu'ils aient fait grand-chose politiquement, et surtout ces dernières années. C'est insignifiant, à part aller acheter des fringues péri moins cher. Et donc nous avons ce pauvre fils d'immigrés espagnols qui habite à Saint-Ouen, hein, il n'est pas rue Saint-Guillaume à Sciences Po, hein, et qui était apprenti boulanger, qui se retrouve aujourd'hui en prison parce qu'il a été traqué, comme je le suis moi-même, depuis des mois, par des espèces de petits cons qui se prennent pour des militants politiques, alors que, comme nous pouvons le vérifier, ils sont finalement les casseurs de gueule au service de ce qu'il y a de plus louche dans le Parti Socialiste. On verra comment Terzic se vantait d'être financé de A à Z par Julien Drey. Il y avait une campagne SOS Racisme qui était lancée, tu sais, genre campagne SOS Racisme traditionnellement, mais il y avait aussi la campagne présidentielle de 88 qui avait lieu à ce moment-là. Et donc, t'étais colleur pour SOS Racisme, mais t'étais susceptible de croiser les colleurs du front et compagnie, quoi. À ce moment-là, Julien Drey, donc, qui est aujourd'hui député de l'Essonne, bien sous tout rapport, lui venait de quitter la Ligue communiste révolutionnaire, il était au bureau politique, il l'avait quitté quelques mois avant, je crois, il avait une grosse barbe comme ça et tout, et c'est lui qui avait monté SOS Racisme avec Harlem Désir. Donc il a encore cette espèce de culture un peu, tu sais, extrême gauchiste, machin de la Ligue, et donc on est les mecs présentés par des militants comme étant susceptibles de coller la nuit pour SOS Racisme. C'était pas gratuit, on était payés et tout, hein. Et les mecs mettent à notre disposition camionnettes, donc on avait 2 camionnettes Louis Valem bleues, je me souviens. Tout ça est sur Internet. Hein. Voilà. On peut aborder encore le dernier sur ce dossier précis, avant de prendre de la hauteur, sur l'idée des dissolutions. Cette algarade entre jeunes, qui est un fait divers minable, permet, soi-disant, je crois que c'est Hérault. Lui, Hérault, vraiment, il a la tête de ce qu'il est, lui aussi. Hein. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, j'ai demandé à la garde des Sceaux d'étudier toutes les possibilités qui permettront de tailler en pièces, en quelque sorte, de façon démocratique, sur la base du droit, ces mouvements d'inspiration fasciste et néo-nazi et qui font tort à la République et qui font tort à la France. Mais du coup, le gouvernement prétend dissoudre, soi-disant, des milices violentes. Or, ce que je fais remarquer, c'est que les milices violentes qui agressent systématiquement des citoyens français et qui devraient être dissoutes, il y en a 2, il n'y en a pas 36. Il y a d'abord la LDJ, qui, elle, a tué des gens, a poignardé un commissaire de police. On remettra son identité, hein, là. Saviez-vous qu'en 2002, un commissaire de police avait grièvement été blessé par un franco-israélien? Les faits. Lors d'une manifestation pro-israélienne à Paris le 7 avril 2002, un commissaire de police est gravement blessé à l'abdomen par des coups de couteau d'un certain Julien Soufir, un jeune franco-israélien sympathisant du Bétard. Des pressions ont été exercées sur le policier pour qu'il retire sa plainte. Pour se mettre à l'abri de poursuites judiciaires, Julien Soufir trouve refuge en Israël, où il assassine un chauffeur de taxi. En effet, le 14 mai 2007, le meurtrier monte dans le taxi d'un arabe israélien, Tezir Karaki, traverse la ville de Jérusalem, puis l'invite à boire un thé dans un appartement où il lui assène 24 coups de couteau dans le dos et à la gorge. Donc là, on est dans le très très grave. Hein. Je ne parle pas de l'affaire Boire-Arrache, où le numéro 2 de la LDJ a tué un vigile père de famille d'origine maghrébine. Saïd Bourarache avait 36 ans, père de famille et vigile sans histoire dans ce magasin de bricolage. Il a refusé l'accès mardi soir à un couple arrivé 10 minutes après la fermeture. S'ensuit une violente dispute avec le client en colère. Les coups et les insultes fusent. Il est reparti en courant dans sa voiture, il a enlevé son pull torse nu, il a ouvert son coffre, il a pris un manivelle, après il a pris son portable et il lui a dit comme ça, parole par parole, il a dit « Fils de pute, je vais appeler mes copains, aujourd'hui tu vas mourir ». Il va comme un chien. 6 personnes sur un être humain, ça s'appelle un acte de barbarie. Mais là, pour revenir au sujet, si on devait dissoudre des milices violentes
eh ben, c'est celles qui réellement commettent des actes de violence. Il y en a deux, il y a la LDJ, je l'ai dit, et puis il y a les Antifa qui agressent systématiquement des citoyens, dont moi d'ailleurs, puisque je viens de subir 2 agressions successives. Une agression d'ailleurs où 5 ont été pris en flagrant délit et sont passés au tribunal et ont été condamnés, et l'autre en cours d'instruction. Et je rappelle que c'est des commandos cagoulés qui arrivent, donc préméditation, agression en réunion, etc., menaces de mort réitérées, voilà, il y a tout ça. Et c'est donc, Monsieur Hérault devrait demander la dissolution de ces groupes-là, qui effectivement, et puis même si on voulait dissoudre aussi les autres, dissoudre tout le monde, mais pas dissoudre ceux qui finalement ne font rien que de la parade, parce qu'on est quand même avec ces JNR dans la parade, mais ils n'ont pas à leur actif récent de violence caractérisée, alors que les autres passent leur temps à commettre des actes de violence, et surtout avec ce truc insupportable en se prenant pour des subversifs, alors qu'ils ne sont jamais que des auxiliaires de police, plus ou moins inconscients au niveau de la base, et très conscients au niveau de ceux qui touchent des petites rémunérations. On remettra les vantardises du fameux Terzic. Mais imagine l'aubaine, camionnette, budget pour essence illimité, et donc du coup nous, pour nos activités nocturnes, on avait cette espèce de couverture liée au fait qu'on collait pour une organisation, et on utilisait les camionnettes. C'était un bonheur qu'on était 10 dans chaque camionnette, et on en profitait pour taper des grosses descentes sur les FEFA. Dont on sait qu'il est à la fois patron de bistrot, dealer et indicateur de police, et de notoriété publique depuis des années, qui était venu nous emmerder au marché des Pyrénées quand on avait fait la liste antisioniste avec Dieudonné. Fasciste, nazi, sioniste, raciste, Voilà, donc on sait que ce sont des auxiliaires de la police, je parle de la police d'État, hein, pas de la police de rue, hein. Donc c'est eux qui devraient être dissous, et surtout qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont ni des rebelles, ni des antifascistes, mais qu'ils sont vraiment au service du fascisme effectif, celui dont parlait Pier Paolo Pasolini, hein, voilà, qu'ils en aient conscience. Ce qui va nous permettre d'élargir un peu le sujet sur qu'est-ce que l'antifascisme depuis l'après-guerre, surtout depuis la période qui a suivi mai 68, pour bien montrer que ce sont des auxiliaires de police, des atlantistes, des sionistes, systématiquement, pour les crétins qui se font embrigader, parce que le problème c'est que je peux pas reprocher à un gamin de 18 ans qui veut s'engager de tomber dans tous les pièges des manipulations.